Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui des 7 erreurs courantes pour un marchand de biens. Alors je me trouve ici à Koh Samui en Thaïlande où j'ai élu résidence et je vais tâcher de vous distiller mes conseils pour devenir un excellent marchand de biens et vivre de l'achat-revente. Alors, première erreur que peuvent faire les marchands de biens. Quand on chasse un bien immobilier, c'est ne pas se spécialiser. Je m'explique. Je vois régulièrement de jeunes marchands de biens chercher à la fois à faire de la division parcellaire, de la division de bâti, des enchères, de l'agrandissement, de la surélévation. C'est une erreur. Mon conseil, prenez ce qui vous plaît le plus et surtout ce qui est adapté à votre marché, d'accord, votre marché local, et puis spécialisez-vous. Par exemple, si votre marché est favorable à ce que vous puissiez faire de la division parcellaire, commencez par ça, faites plusieurs opérations et vous scalez, c'est-à-dire que vous refaites la même opération et c'est une fois que vous aurez pris l'habitude de faire plusieurs opérations du même type que vous pourrez passer à quelque chose de différent. Ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, ne pas vérifier les informations. Vous savez, on passe régulièrement par des agents immobiliers qui nous disent, voilà, le bien on peut le revendre à tel prix, la toiture est nickel. Tout ça, vous devez tout le vérifier. C'est ce qu'on appelle le due diligence. Vous devez systématiquement vérifier chaque point, chaque élément, chaque chiffre qu'on vous donne. C'est très très important. Troisième point, quand on va aux enchères, et notamment aux enchères judiciaires, une erreur, c'est de penser qu'on sait comment ça marche. On lit quelques articles sur Internet, on regarde un peu les règles judiciaires, mais sachez qu'il y a énormément de règles qui ne sont pas écrites. Les enchères judiciaires, c'est un monde à part, fait d'intoxication. Les marchands de biens, notamment, qui sont sur place, vont essayer de vous induire en erreur. Vous devez connaître comment ça marche d'une manière approfondie. Pour ça, vous devez vous former. Ou alors, aller au tribunal, comme moi, j'ai fait pendant une année, à voir comment ça se passait sans enchérir, pour comprendre les rouages des enchères judiciaires. Pour gagner du temps, bien sûr, vous pouvez vous former. Je dis pas ça parce que j'ai une formation enchère, bien sûr. Mais si vous vous formez, vous gagnerez beaucoup de temps et surtout, vous pourrez être efficace et avoir des biens sous le prix du marché. Quatrième erreur traditionnelle des jeunes marchands de biens, c'est de faire trop d'opérations à titre personnel. Une fois qu'on a trouvé un créneau, par exemple la résidence principale, et qu'on en vend une, qu'on vend son appartement avec une belle plus-value, on veut recommencer, et parfois on refait la même chose. Mais sachez qu'il y a un risque important de requalification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fisc peut considérer que vous faites trop d'opérations à titre personnel, que c'est une activité commerciale, et vous risquez d'être retoqué et de devoir payer la TVA notamment, des amendes, etc. Donc attention, dès que vous avez commencé à faire une opération, au grand maximum deux, mais déjà au moins une opération, passez en marchand de biens professionnel, créez une structure, une SARL ou une SAS par exemple, pour pouvoir ne pas être ennuyé par le fisc. On arrive déjà au cinquième point, donc vous voyez que ça va assez vite finalement. Si vous êtes content des points que je développe, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, et on passe tout de suite au cinquième point. Le cinquième point, c'est ne pas prendre de marche sur les délais. Typiquement, quand on se dit il me faut un permis de construire, c'est 2 mois d'instruction, dans 2 mois c'est bon, j'ai le permis de construire, etc. C'est une erreur. Les délais sont toujours rallongés, quelle que soit l'opération, notamment quand on fait des demandes d'urbanisme. Ça peut être une déclaration préalable, un permis de construire, un permis d'aménager. Les délais sont toujours plus longs. Un exemple, quand vous demandez un permis de construire, normalement, le service instructeur a 2 mois pour étudier vos demandes et vous rendre réponse. Il arrive régulièrement qu'avant la fin du mois, le service instructeur, donc l'urbanisme, vous demande des pièces complémentaires pour pouvoir allonger le délai. Parce qu'eux-mêmes, ils sont surchargés de demandes. Donc pour allonger les délais, ils vous demandent des pièces complémentaires et ça peut durer comme ça pendant des mois. Donc soyez large, notamment au niveau des compromis, on va le voir dans le point suivant. Prévoyez bien des délais supplémentaires pour ne pas vous faire avoir par les services d'urbanisme. Point numéro 6. Ce sont les clauses suspensives dans le compromis. En général, quand on débute, on est assez léger parce que parfois on ne veut pas braquer le vendeur, ou alors on est un peu timide, ou alors par méconnaissance simplement. Mais sachez que vous devez, en tant que marchand de biens,
quand vous faites de l'achat-revente, blindez votre compromis ou votre promesse de vente. Ça veut dire que toutes les clauses suspensives dont vous avez besoin, vous devez les inclure. Ça peut être une clause de substitution, ça peut être une clause bien sûr suspensive d'obtention du prêt, mais également toutes les clauses relatives à l'urbanisme, et également d'autres clauses que je développe longuement dans mes formations, pour ne pas se faire avoir, pour le blinder, et pour pouvoir sortir de l'opération si quelque chose se passe mal. Donc c'est vraiment un filet de sécurité. Je vous rappelle que les compromis ou les promesses, eh bien, prévoient des indemnités d'immobilisation. Ça veut dire que si vous n'avez pas rempli toutes les conditions, si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous pouvez être amené à devoir de l'argent, et en général c'est 10% du montant d'achat. Donc faites attention, en tant que marchand, vous devez être blindé de ce côté-là. Et on va arriver déjà au 7e point, qui est ne pas aller voir les banques avant de faire des opérations. Dans l'idée populaire, on pense qu'on signe un compromis, et une fois qu'on l'a, ou une promesse, on va voir les banques avec. C'est une erreur. Avant même de faire des opérations, vous devez prendre contact avec des banques, et notamment des banques spécialisées dans les opérations d'achat-revente, qui vont vous dire jusqu'à combien vous pouvez aller avec elles, quelles sont les conditions, notamment au niveau du financement, qu'est-ce qu'on va vous demander comme apport, quel va être le cadre qui va être vous imposé par la banque. Donc ça, vous devez le faire avant même les opérations. Donc mon conseil, dès que vous devenez professionnel, vous allez voir plusieurs banques spécialisées, vous leur demandez leurs conditions, à savoir comment vous pouvez travailler avec elles, et ensuite de ça, vous pouvez attaquer les opérations. Ce qui fait que quand vous aurez signé un compromis ou une promesse de vente, eh ben, ce sera facile, vous savez que vous remplirez les conditions de la banque que vous êtes allé voir, et donc vous ne vous ferez pas avoir par les délais, vous ne serez pas en panique au bout de 2 mois, parce que vous ne saurez pas comment faire financer votre opération. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai préparé pour vous une formation gratuite. Allez dans les liens, allez dans la description, vous pouvez aller voir, c'est gratuit. Vous vous inscrivez et je vous enverrai plusieurs vidéos qui vous expliquent mes opérations, notamment d'achat-revente ou d'investissement locatif, qui m'ont permis de me libérer financièrement. Et ça peut vous donner une idée de vous, quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour faire la même chose. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao!